Moi, je reste là, Merci. je vais prendre des notes, parce que, juste pour terminer, dans le prochain numéro de la Cité, numéro 7, qui sera en kiosque vendredi prochain, il y a un retour sur cette discussion. Merci beaucoup Fabio et bonsoir à vous tous. Je suis enchantée d'être ici avec le professeur Chouard et de découvrir l'usine Kugler et de travailler avec le journal La Cité. Moi, je travaille pour le magazine économique Bilan. Effectivement, je suis auteur de quelques livres assez critiques sur la dérive qu'ont connu les marchés financiers ces dernières années, parce que, ayant suivi depuis maintenant bientôt 15 ans l'évolution des marchés financiers, j'ai vu à quel point ils jouent un rôle fondamental dans ce qu'on appelle actuellement la crise. Alors, on est en crise, n'est-ce pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi maintenant ? Par exemple, vous avez tous constaté que tout d'un coup, la Grèce était en crise. Est-ce que quelqu'un peut me dire, à son avis, à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché la crise grecque? Pourquoi tout d'un coup, c'est une énorme crise? Depuis fin 2009 à peu près, voilà. Qu'est-ce qui a sonné l'alerte? Qu'est-ce qui a démarré tout ça? Si vous me dites c'est l'endettement de la Grèce, je vous répondrai, la Grèce est endettée au même niveau depuis des années. Alors pourquoi maintenant? Qui c'est qui a décidé que c'est la crise? Nicolas Briet, qui a toutes les réponses, lui. Bien. Alors, bonne piste, les conseils de Goldman Sachs auraient mis la Grèce en crise. Alors, tout à fait d'accord. Tout a commencé par le fait que, fin 2009, les agences de notation ont dit que certains petits pays de la périphérie de l'Europe, dont la Grèce, eh bien, leur taux d'endettement s'était un peu détérioré, c'est-à-dire qu'il n'était pas satisfaisant et qu'il fallait qu'ils reprennent un peu en main leurs finances publiques, c'est tout. Donc les agences de notation n'ont pas dit que ce pays était en faillite, ils ont simplement dit, dans les prochaines années, pardon, je fais du bruit dans ce micro, il faut que je l'éloigne un peu, dans les prochaines années, il faudrait que la Grèce essaye de tenir mieux son budget, d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé fin 2009. Qu'est-ce qu'ensuite a vraiment déclenché la crise? C'est qu'il y a eu une réunion entre 5 hedge funds, c'est-à-dire entre 5 fonds spéculatifs américains, dans un restaurant à New York. Un journal américain a raconté cette histoire, ce n'est pas du tout de la fiction. 5 fonds, dont le fameux George Soros, qui est celui qui avait fait couler la Banque d'Angleterre à l'époque et qui avait gagné 2 milliards sur une opération où il avait dévalué la livre sterling dans les années 70. Alors, ce fameux Soros, avec quelques autres spéculateurs et raideurs américains, décide que maintenant que la crise des subprimes américaines est passée, il faut qu'ils trouvent une nouvelle proie pour se faire énormément d'argent. C'était en février 2010 exactement, dans un restaurant new-yorkais, qui fait des très bons steaks, paraît-il. Et ces gens-là ont décidé de manière concertée, et j'insiste sur ce mot, d'attaquer l'euro à travers d'abord la Grèce et ensuite tous les autres petits pays périphériques. L'idée étant que si vous faites couler un petit pays comme la Grèce, il y aura effectivement un phénomène de panique sur les marchés qui fera que les autres pays voisins vont être contaminés, si on veut, parce que les investisseurs vont vendre aussi leurs titres sur ces pays et que ces fameux spéculateurs vont pouvoir s'engraisser à l'infini sur, en réalité, la faillite de la périphérie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Quelque part, George Soros essayait de recréer le même coup qu'il avait fait et qu'il a rendu milliardaire dans les années 70. Alors, ça a été peu raconté, ça n'intéresse pas grand monde. Quand vous en parlez au secteur bancaire et financier, à des gens qui travaillent à Genève dans le métier de la finance, ils vous disent « Mais non, tout ça c'est très marginal, ça n'a rien provoqué ». Et pourtant, on sait très bien que ces hedge funds, par la suite, ont massivement vendu la dette, parce que ce que font les spéculateurs, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur la baisse de la dette ou la baisse des actions d'un pays. Vous pouvez vraiment gagner à la baisse si vous pariez, si vous faites des paris avec des instruments dérivés, vous pouvez gagner sur la chute, sur l'effondrement d'un marché. Et c'est comme ça que de très nombreux millionnaires et milliardaires se sont constitués ces dernières années grâce à la crise de l'Europe. Ce sont des faits, j'ai les chiffres, je sais de quel fonds il s'agit, de quel gérant, de fonds spéculatifs. On les connaît, ce sont des Anglais et des Américains pour la plupart. Et ils maîtrisent parfaitement l'art de la spéculation. Donc, ils se sont mis à accumuler des positions vendeuses records entre fin 2009 et début 2010, position record contre la Grèce.
La ministre de l'économie grecque de l'époque s'en est d'ailleurs émue parce qu'au niveau du gouvernement grec, ils peuvent voir les mouvements qu'il y a sur leur dette quand même. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Notre dette fait l'objet d'une sorte de pari baissier féroce tout d'un coup. Et effectivement, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Pourquoi ces attaques peuvent vraiment couler un pays? Parce que quand vous vendez très massivement la dette d'un petit pays comme ça, les taux d'intérêt que doit payer ce pays sur sa dette, ils explosent. Parce que si l'obligation d'État, l'obligation souveraine coule, le taux d'intérêt monte automatiquement. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, la Grèce se retrouve à payer 7% à cette époque-là et jusqu'au taux complètement ridicule et absurde de 20% récemment. Et donc, de facto, la Grèce a été éjectée du marché des capitaux. Elle ne pouvait plus se financer sur le marché international de la dette internationale, si vous voulez. Donc, ça vient des marchés. La Grèce était en crise à travers les attaques spéculatives anglo-saxonnes. Comme l'a remarqué Nicolas, ici présent, Goldman Sachs avait conseillé la Grèce à adopter des instruments très complexes que c'est Goldman Sachs qui avait montés pour cacher la véritable situation de son endettement au reste de l'Union européenne. Donc, Goldman Sachs avait, dans un premier temps, à partir des années 2000, aidé la Grèce à réduire en apparence son véritable endettement. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous ne savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Donc, on incite la Grèce à adopter des instruments trompeurs qui vont ensuite l'amener à se retrouver plus endettée qu'elle ne l'était. Ensuite, on profite des problèmes que ça génère et on partage cette information avec d'autres fonds spéculatifs. Et alors, après a commencé une espèce de dépeçage de la dette grecque. Les fonds spéculatifs ont foncé dessus et les autres investisseurs, comme les moutons qu'ils sont, puisque le monde de l'investissement est extrêmement moutonnier, quand ils ont vu qu'il y avait une espèce d'alerte sur le marché de la dette grecque, ils se sont tous mis à vendre. Si vous voulez, les fonds spéculatifs, c'est un peu la cavalerie d'élite qui vient au début, qui vend, qui déstabilise un pays. Et puis après, vous avez tous les fonds de pension et les investisseurs du monde entier qui, ne comprenant rien à l'histoire, mais voyant simplement que le risque a augmenté là, se mettent à vendre aussi. Et c'est comme ça qu'on coule un pays. Parce qu'un pays qui a sa dette qui s'écroule comme ça et qui doit payer du 20%, eh ben, il ne peut plus que se mettre en quasi-défaut et sortir du marché des capitaux. Alors, voyant qu'ils ont si bien réussi leur coup, les fonds spéculatifs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Ils ont continué et ensuite ça a été le Portugal, ça a été l'Irlande, ça a été l'Espagne, ensuite ça a été la Belgique, ça a été l'Italie mais dernière nouvelle, ça a été la France et même l'Allemagne. L'Allemagne, qui est le pays le plus solvable du monde, le plus solide du monde, s'est trouvé plus ou moins attaqué sur le marché de la dette internationale. De quoi est-ce qu'on parle là? On parle du phénomène qui veut que si vous êtes un pays dont la dette est cotée sur un marché, ben vous êtes complètement vulnérable à des attaques, des raids, même je dirais, des véritables raids de la part de financiers sans scrupules. Surtout, le plus important, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout réglementés. Le marché de la spéculation, tous les instruments que ces gens utilisent, c'est-à-dire des produits dérivés, ne sont absolument pas réglementés par Washington et par Londres, qui ont refusé de manière permanente et de manière catégorique de toucher à ces instruments-là. Et donc, c'est vrai que la France, l'Allemagne se sont rendus compte qu'il y avait des attaques anglo-saxonnes sur la zone euro et qu'ils ont essayé de s'en ouvrir à leurs homologues politiques de ces pays. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, hein, les Anglais, les Américains, qu'il était parfaitement impossible d'envisager une réglementation de ces fonds spéculatifs et des instruments qu'ils utilisent. Donc, on a vraiment affaire à une dérive majeure
de la finance mondiale, parce que la finance mondiale, elle a un défaut majeur pour l'Europe, c'est qu'elle est complètement globalisée. Elle n'a pas de frontières. Depuis New York ou depuis Londres, vous pouvez passer des ordres de bourse sur la dette grecque. Vous n'avez pas besoin de passer par Francfort ou Paris, ou vous pouvez passer vos ordres de bourse d'ailleurs. Ce qui fait que si l'Europe, elle réglemente et elle veut limiter tout ça, elle peut réglementer que ce qui se passe sur son territoire. Elle n'a absolument aucune prise sur ce qui se passe depuis les salles de marché américaines et anglaises. Et donc, l'Europe est en train d'être coulée par l'Angleterre et les États-Unis. Et moi, je qualifie ça d'une guerre mondiale financière. Comme la plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à la finance, ne suivent pas ce qui se passe sur les marchés, ne sont même pas conscients de ce qu'est un produit dérivé, quand quelqu'un comme moi va dire que la Troisième Guerre mondiale est financière, on va lui dire « mais non, non, ça reste le politique et le militaire qui priment ». Eh bien non, parce que la finance, c'est très commode. Pourquoi est-ce que c'est si commode ? En réalité, quels sont les deux pays qui sont les plus en faillite aujourd'hui au niveau occidental ? États-Unis, bonne question, bonne réponse, Angleterre, absolument. L'Angleterre et les États-Unis sont en faillite, tous les deux aujourd'hui. Alors, il se trouve que parce que la zone euro a subi cette horrible crise, la dette américaine a continué à être achetée et désirée par les investisseurs internationaux beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Donc les États-Unis ont directement profité de la crise européenne qui a été suscitée par les spéculateurs anglo-saxons. La dette américaine se finance quasiment pour rien du tout, pour du 1 ou 2%, alors que ce pays est en faillite. Ce qui fait qu'on réalise aussi que l'objectivité n'existe pas sur les marchés financiers. Ceux qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils viennent bien saper des banques, etc., analystes, CFA, CFPI, etc., qui viennent vous raconter que les primes qu'il y a sur les dettes souveraines sont extrêmement objectives et reflètent les fondamentaux économiques de ces pays, eh bien, ils vous disent n'importe quoi, parce que le fait que l'Italie paye du 7% sur sa dette et que les États-Unis payent du 2%, c'est la plus grande absurdité de l'histoire. L'Italie a subi des attaques injustifiées, c'est le pays où il y a le taux d'épargne le plus élevé, et malgré, Fabio connaît très bien, il est italien, il va me dire oui, mais l'Italie c'est un pays d'évasion fiscale, de corruption, etc. Non, je suis désolée, les fondamentaux économiques de l'Italie ne justifient absolument pas les attaques qu'elle a subies sur le marché de la dette internationale et les taux d'intérêt grotesques qu'on lui fait payer, juste parce que les spéculateurs veulent continuer à gagner d'énormes montants sur la chute de ce marché qui est un énorme... Le marché de la dette italienne est gigantesque. Mais c'est un pays qui a un excédent de sa balance courante avant intérêt, alors que les États-Unis sont déficitaires sur leur balance courante. C'est un pays dont le déficit budgétaire est la moitié de celui des États-Unis. Et pourtant, les États-Unis continuent à se financer gratuitement parce que les investisseurs qui ne comprennent rien et qui sont paniqués, eh bien, on leur dit que c'est la fin de l'Europe, que c'est la fin de l'euro, et ils le croient. La finance, aujourd'hui, a un énorme accès aux médias. Un des médias les plus influents dans le monde anglo-saxon, c'est le Financial Times. Eh bien, le Financial Times, auquel Bilan est abonné, donc je le lis tous les jours, il a fait sa une depuis 2 ans, uniquement sur un sujet, la faillite de l'Europe, le démantèlement de l'Europe, la fin de l'Europe, l'incompétence de l'Europe, la sortie de certains pays de l'euro, la fin de l'euro, l'échec de l'euro, l'absurdité de l'idée même d'Europe. Voilà tout ce qu'a fait le Financial Times. Il a matraqué ça depuis 2 ans. Il a même sorti des informations grossièrement fausses en disant que la Chine ne soutenait plus l'Europe, alors que la Chine a dû démentir le lendemain, ça c'est tout récent. La Chine a dit pas du tout, nous sommes toujours derrière l'Europe, nous achetons de l'euro. Et un de ces fameux spéculateurs, George Soros, qui a un accès direct au Financial Times, il les appelle quand il veut, il publie une page entière d'opinion, qu'on sait qu'il est positionné contre l'euro depuis fin 2009, on sait qu'il attend qu'une seule chose pour faire son dernier grand coup, le dernier grand coup de sa carrière, c'est l'effondrement de l'euro, on le sait. Eh bien, tous les jours, il écrit des textes pour dire il faut que l'Europe se démantèle, l'Europe doit se casser, elle ne peut pas survivre, elle est lamentable, c'est une construction absurde, etc. L'euro va s'effondrer, et voilà. Et donc, il a des intérêts sur l'effondrement de l'euro, il a mis des millions sur l'effondrement de l'euro, et il vient dire ça, et on ne voit pas le conflit d'intérêts, et on le laisse faire, et on le croit. Donc, manipulation extrême, non-réglementation, c'est le Far West complet de la finance. Et les volumes dont on parle, qui vont sur les attaques contre la dette souveraine des États européens,
et maintenant qui vont se diriger contre les banques européennes, puisqu'il y a eu des attaques incroyables contre Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, on est passé des attaques contre la dette européenne vers des attaques contre le nerf de l'Europe, qui est le système financier européen, puisque le raisonnement était de dire les banques exposées à la dette européenne doivent aussi s'écrouler, donc on va aussi parier contre. Et les mêmes spéculateurs ont mis énormément de fonds pour parier contre. Moi, je suis les données du marché de Chicago, des dérivés, et j'ai vu qu'en septembre dernier, de toutes les classes d'actifs qui existent, les dérivés positionnés à la vente avaient atteint un record contre les banques européennes. Donc les spéculateurs ont tout laissé, et ils se sont concentrés cette fois pour abattre les banques européennes. De nouveau, ça n'a pas vraiment marché parce que les spéculateurs ont face à eux aujourd'hui je dirais un seul ennemi vraiment redoutable, c'est la Chine. La Chine, depuis fin 2010, s'est mise à acheter, a poursuivi en fait ses achats d'euros et a beaucoup déçu les spéculateurs anglo-saxons. Même Soros a écrit un article en disant ces Chinois m'embêtent parce qu'ils contrarient mes paris en achetant de l'euro, alors que moi j'avais parié sur l'effondrement de l'euro, ils l'ont fait remonter. Et c'est vrai, l'euro est fort. L'euro face au dollar, il est fort. Comment on l'explique? On l'explique parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur les marchés, c'est-à-dire si vous avez d'un côté une banque centrale chinoise qui achète de l'euro et des spéculateurs anglo-saxons qui le vendent, eh bien, la banque centrale de Chine est aujourd'hui plus puissante. Donc, c'est ça qui régit les taux d'intérêt aujourd'hui. Au milieu de ça, vous avez des États qui sont complètement dépassés, absolument. D'abord, ce n'est que tout récemment qu'ils ont compris ce qui se passe sur le marché international de la dette, qu'ils ont compris que c'est le marché des dérivés qui régit les marchés de la dette souveraine. Chose complètement grotesque. Comment les dérivés, un petit marché opaque comme celui-là, non réglementé, peut décider du sort de la dette souveraine d'un pays? Et pourtant, c'est ce qui se passe. 5 hedge funds peuvent décider qu'un tout petit pays comme la Grèce s'écroule puisqu'ils font de l'effet de levier sur leurs paris baissiers et ils font couler cette dette. Oui, 5 fonds spéculatifs peuvent faire couler un pays de 10 millions d'habitants et des millions de fonctionnaires peuvent se trouver dans la rue parce que 5 fonds spéculatifs ont gagné plusieurs centaines de millions en coulant la Grèce. On assiste là à un transfert direct d'argent, d'épargne, de richesse, voilà, de populations qui travaillent, de salariés, de gens qui ont une activité économique réelle. Et cette richesse-là est directement transférée dans les poches de ces spéculateurs. C'est pas de la démagogie, c'est tout à fait techniquement explicable. C'est qu'en coulant cette dette et en gagnant sur la chute, la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée de la chute de cette dette, ces spéculateurs empochent des millions. Et après, ce pays est obligé de se mettre à une austérité monstrueuse. Il est obligé de geler, voire de réduire les salaires de ses fonctionnaires, d'être en récession économique, son marché de la consommation s'écroule, il est même en dépression. C'est l'austérité. Donc des millions de gens, en fait, doivent se serrer la ceinture pour subventionner ce que font des spéculateurs. Et pourtant, tout se passe comme si la crise nous était tombée, je ne sais pas, de la planète Mars. Personne ne dit d'où vient la crise. Tout le monde dit oui, c'est la crise. Ça nous est tombé sur la tête. Malheureusement, la Grèce est en crise et maintenant c'est l'Italie qui est en crise et on ne sait pas pourquoi. Alors moi, je m'insurge contre cette ignorance. La crise n'est pas tombée du ciel, elle a été provoquée par des gens qui ont décidé que c'était la crise. Mais en termes de niveau de richesse globale, le monde n'a jamais été plus riche. Les richesses globales ont énormément augmenté en 10 ans. Le monde explose de richesses, seulement la répartition de ces richesses a été complètement biaisée, détournée. Les inégalités sont criantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une aristocratie financière. Je sais que le professeur Chouard n'aime pas que j'utilise le mot aristocratie, mais je veux dire une oligarchie. Une oligarchie, une élite de la finance qui échappe à toute réglementation, qui a pompé d'abord les richesses de millions d'Américains dans la crise des subprimes, puisque des millions d'Américains aujourd'hui, 46 millions d'Américains sont à la rue suite au fait que leurs logements ont été saisis et ils sont à la soupe populaire. Et ça fait des États-Unis un quasi-pays du tiers-monde, chose qu'on ne dit pas non plus. Après avoir pompé tous ces millions de pauvres émigrés qui espéraient accéder à la propriété immobilière, le monde de la spéculation s'est reporté sur la dette souveraine européenne. Voilà
ce qu'on appelle crise. Ce n'est pas une crise, c'est des stratégies spéculatives visant à pomper le monde de ses richesses. Le monde occidental, pour commencer, je ne sais pas après s'ils s'attaqueront aux pays émergents. La seule raison qui fait qu'ils attaquent le monde occidental, c'est que c'est le monde occidental qui avait des taux d'endettement élevés. Les pays émergents sont riches aujourd'hui, ils ont des excédents commerciaux, ils ont de l'or dans leur banque centrale, et donc, en fait, les pays émergents sont aujourd'hui les pays riches du monde avec des monnaies fortes. Raison pour laquelle les spéculateurs anglo-saxons ne les ont pas attaqués. Je voulais encore expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de réglementation de cette finance sauvage, complètement délirante, là, qui n'est absolument sujette à aucun contrôle, ni même à la compréhension du citoyen moyen. C'est tout simplement l'effet d'un lobbying tout à fait inquiétant. Aux États-Unis, le lobby de la finance aujourd'hui dépasse celui de la défense. Aucun lobby n'est aussi puissant et riche que le lobby de Wall Street et des hedge funds. Ce phénomène s'est produit dans les 10 dernières années. Les fonds spéculatifs ont fait tellement d'argent sur les crises, en fait, sur les crises financières et les krachs boursiers qui ont été tout à fait réguliers ces dernières années. On a eu tous les 4-5 ans, on a eu un krach. Eh bien, les fonds spéculatifs se sont enrichis à chaque fois énormément. Ce qui fait que les 10 fonds spéculatifs qui gagnent le plus d'argent cette année, ou l'année dernière, j'ai les chiffres de l'année dernière, gagnent chacun 1,5 milliard de salaire annuel. Je parle d'individus, vous avez bien entendu, qui gagnent un salaire personnel de 1,5 milliard de dollars. Les 15 hedge funds les plus riches possèdent l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays comme l'Uruguay. Avec une telle puissance, il est garanti aujourd'hui, il est quasiment certain que plus aucune loi qui vise à réglementer la finance ne pourra jamais passer. Et on l'a vu quand Obama a sorti ce fameux Dodd-Frank Act, soi-disant la loi qui allait réglementer la finance plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Une loi effectivement impressionnante par son poids, parce qu'elle faisait 2000 pages, mais qui malheureusement a totalement échoué dans son application. Elle visait à réglementer la spéculation des banques d'affaires et des hedge funds, elle visait à réglementer tous les instruments dérivés, et bien tout ça a été dilué dans le temps. Maintenant on entend dire que ça ne se fera qu'en 2018, au mieux. Les règles de Bâle II, là, le comité de Bâle qui gère les banques et qui leur impose des coussins de capital pour couvrir leurs pertes éventuelles, les États-Unis s'en moquent et n'appliquent que Bâle I jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande farce que ce Dodd-Frank Act qui ne sera jamais appliqué. Il ne faut pas oublier en effet que Obama a été élu par Wall Street. Wall Street a mis plus d'argent sur lui que sur George W. Bush Jr. Jamais un président américain n'avait autant été financé par Wall Street. Wall Street a décidé que son candidat était Obama, et ils l'ont vraiment porté au nu, ils l'ont financé, ils en ont fait vraiment un président, ils l'ont rendu présidentiable. Ça remontait déjà très loin dans sa carrière qui avait commencé à Chicago où il faisait du courtage immobilier. Il était très accoquiné avec les milieux de la finance. Quand il est arrivé au pouvoir, il a bien cherché à moraliser la finance, à plafonner les bonus, mais très vite, les puissantissimes gérants de hedge funds lui ont fait comprendre que ça n'allait pas. En juin dernier, ils ont tous viré de bord et sont passés au camp républicain, simplement parce qu'il avait essayé de dire qu'il y avait 2 ou 3 choses qui n'allaient pas dans le secteur de Wall Street. Et maintenant, les fameux pontes des fonds spéculatifs font des grandes parties pour des gens, des candidats à la présidentielle du Parti républicain américain. Donc, Obama ne sera probablement pas réélu, car Wall Street n'est plus derrière lui. Voilà où en est l'état de la démocratie aux États-Unis. Il n'est plus possible de chercher à juguler les débordements gigantesques des spéculateurs américains, parce que ces gens-là sont extrêmement puissants, ils sont très proches de ceux qui gèrent le Trésor américain. Le département du Trésor a un temps été géré par John Hank Paulson. Henry Paulson, pardon, qui était l'ex-patron de Goldman Sachs. La Securities and Exchange Commission, qui est le gendarme boursier américain, a été gérée par des présidents, des anciens patrons de banques américaines, des milliers. La Réserve fédérale américaine est extrêmement proche de Wall Street et de la Maison-Blanche. Tout est imbriqué, tout le monde se connaît,
tout le monde est ami. Wall Street est partout et ce n'est pas juste de la paranoïa, on a tous les noms, on a les montants qu'ils payent. On sait que jamais une loi ne peut changer cet état de fait. Alors aujourd'hui, comment l'Europe peut s'en sortir avec cette terreur que constituent les marchés? Les marchés ont fait partir Papandréou de la présidence de la Grèce, ils ont fait partir Berlusconi. Certains diront tant mieux, mais ce n'est pas au marché de faire le travail que devrait faire le citoyen et de se substituer à la démocratie. Les marchés font ça pour les mauvaises raisons. Ils ne devraient jamais décider qui part, qui reste, qui vient. C'est grotesque, c'est un petit peu comme si vous avez une multinationale et que, comme si les États d'Europe étaient en fait des multinationales et qu'au lieu d'aller à l'Assemblée des citoyens, ils allaient à l'Assemblée de leurs actionnaires, hein, que sont les marchés, et leur demandaient qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, comment on peut leur faire plaisir, et agissaient sur ordre des marchés en fait. Donc, les chefs d'État européens sont devenus des CEO, des patrons en fait, qui répondent à des actionnaires, qui sont les marchés, et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est une dérive absolue à laquelle aucune démocratie, aucun système de valeurs, comme le système de valeurs qui a fait l'Europe, qui a fait les États-Unis, ne peut survivre. Concernant les agences de notation, je ne les ai pas encore mentionnées parce que je me suis concentrée sur les instruments spéculatifs que sont les dérivés. En effet, j'ai enquêté sur la relation entre le marché des dérivés et les agences de notation. Et il est apparu de manière tout à fait évidente que les agences de notation ne font que se calquer sur l'opinion du marché des dérivés exprimée par les courbes que offrent, je ne veux pas devenir trop technique, mais les dérivés qui s'appellent les CDS, qui sont ceux avec lesquels les hedge funds ont vendu massivement toute la dette européenne et ont dépecé l'Europe. Ça s'appelle, retenez ce mot, mais après vous pourrez vous documenter dessus, CDS, Credit Default Swap. Voilà. Cet instrument-là, tous les gens qui travaillent dans des banques et qui ont des terminaux Bloomberg, ils suivent le marché des CDS et regardent ce que dit le marché des CDS de la dette de tel et tel pays. Si je me réveille un matin, je vais à mon bureau, je suis banquière, hein, je vais devant mon écran Bloomberg et je vois que le marché des CDS trouve que la dette allemande aujourd'hui est hyper risquée, je vais tout de suite prendre toutes mes décisions d'investissement par rapport à ça. Eh bien, même les agences de notation se mettent à faire ça maintenant et suivent ce que dit le marché des CDS. Et pourtant, c'est un marché qui est régi par une poignée de spéculateurs. C'est vraiment un marché minuscule et opaque, mais qui utilise beaucoup de leviers, qui est hyper manipulé, qui répand des fausses rumeurs, qui est un marché de raideurs, un marché d'escrocs, si vous voulez. Et bien, tout le monde le regarde, se calque dessus et suit ses opinions. Donc, en fait, ce marché peut décider qu'un pays, que des centaines de millions de fonctionnaires vont être à la rue. Alors, le système est cassé, il ne marche plus, on l'aura compris. Je pense que le politique là-dedans, même le mot politique, perd beaucoup de son sens parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie régit vraiment l'essentiel de nos vies. Et le pire, c'est que cette complexité fait que ça nous échappe très souvent. Et donc, on est relativement docile face à ça, parce que qui c'est qui s'intéresse au CDS, qui comprend, même moi qui suis journaliste financière depuis 15 ans et qui essaye d'avoir accès à ces hedge funders, là, ces fonds spéculatifs, ils sont secrets sur leur stratégie, ils ne disent jamais ce qu'ils font, même leurs propres clients, ils ne leur disent pas ce qu'ils font, ils leur disent regardez juste les rendements qu'on vous donne, mais ne regardez pas ce qu'on fait. Et donc, c'est hyper secret, hyper opaque, parce que pendant que ils font leur stratégie de couler l'Europe, par exemple. Cette stratégie a lieu, elle utilise des instruments, elle recourt à des méthodes complètement critiquables, mais le temps que tout ça soit réglementé, ce sera dans 10 ans, eh bien, vous aurez eu une génération de milliardaires qui se sera créée. Donc, ils se sont achetés comme ça 10 ans, où dans le secret, ils génèrent des milliards, et c'est eux aujourd'hui, comme nous discutions tout à l'heure, ce sont les élites anglo-saxonnes de la finance qui achètent les tableaux, les œuvres d'art, les manoirs, les bijoux. Ce sont eux qui vont dans les ventes aux enchères de Sotheby's et de Christie's, qui ont les plus belles voitures, les plus belles maisons. C'est vraiment la nouvelle aristocratie du monde. Clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que l'Europe s'en est rendu compte et qu'il y a eu des propositions
Je ne sais pas si vous connaissez monsieur Filoche du Parti socialiste français. Voilà, on a eu une discussion où il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il faudrait que les pays européens ne soient pas exposés au marché des capitaux. Ils ne doivent pas prêter le flanc. Si vous cotez votre dette sur un marché de Far West qui n'est pas réglementé, eh ben, n'importe qui peut décider de vous couler. Il peut décider de vous obliger à payer des taux d'intérêt grotesques du jour au lendemain. Et la Grèce, combien de temps elle a eu pour mettre en place son plan d'austérité? Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu une année pour faire l'austérité. Que les marchés avaient déjà décidé que ça n'allait pas et qu'ils ont de nouveau fait monter son taux d'intérêt. Donc ils ont été obligés d'aller refaire un nouveau plan budgétaire. Les taux d'intérêt sont encore montés. Ils ont de nouveau repris leur copie de A à Z. C'est pas possible. Parce que vos taux d'intérêt, les spéculateurs les font bouger à leur guise. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas être coté. Si vous êtes un pays, une nation, et vous avez la responsabilité de centaines de millions de citoyens, vous ne pouvez pas avoir votre dette exposée à ça. Donc il y a une méconnaissance du degré de férocité de la spéculation internationale qui est devenue aujourd'hui le moyen de faire de l'argent. À une certaine époque, un des moyens, je dirais, c'était le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, et ça le reste un petit peu dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais je dirais que depuis quelques années, c'est la spéculation qui fait plus d'argent. Donc les profils de gens qui géraient des fortunes en secret, par exemple en Suisse, pour aider beaucoup d'Africains et de Russes et de Français à échapper au fisc, c'était un profil très en vue dans les années 60 à 80. Depuis les années 2000, c'est le profil du trader spéculateur qui est le profil en vue, celui où tout le monde veut être pour faire de l'argent, clairement. Mais tout comme les instruments de la spéculation sont jalousement préservés de toute réglementation et même de la connaissance du public, les instruments de l'évasion fiscale le sont aussi. Il m'a par exemple fallu enquêter pendant une année pour écrire un livre sur le fait qu'aujourd'hui, l'évasion fiscale est devenue un produit de riches et qu'il existe un instrument qui s'appelle le trust discrétionnaire et irrévocable. Je mentionne au passage que c'est aussi un instrument anglo-saxon qui est devenu l'instrument roi de l'évasion fiscale. Ce n'est plus le secret bancaire suisse qui a été détruit maintenant, c'est le trust. Et donc, de la même façon que le trust a toujours échappé à toute réglementation, à tout échange d'informations fiscales, qu'il a été au-dessus des lois, qu'il est destiné aux plus grandes fortunes, de la même façon, les dérivés financiers qui servent à créer d'énormes fortunes, à flouer des États, à couler des États et à appauvrir des millions de gens, ça reste au-dessus de toute réglementation et de toute même connaissance parce que c'est tout simplement beaucoup trop complexe et souvent même beaucoup trop coûteux à enquêter, pour démanteler, pour dévoiler. Personne au niveau des États aujourd'hui n'a ni l'énergie, ni la motivation, ni le soutien pour aller dans ce domaine-là et en fait percer cette bulle, crever cet abcès, aller vraiment dévoiler ce que sont ces instruments qui constituent pour moi aujourd'hui le trou noir du capitalisme. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais merci beaucoup. C'est bien intéressant. Et alors, ce que j'ai à vous dire, c'est très complémentaire. Ce que je vous suggère, c'est de m'interrompre peut-être de temps en temps quand vous en aurez envie, parce que vous allez voir que ce que j'ai à dire, c'est vraiment la suite, quoi. Hein. Très bien. Alors, effectivement, cette crise n'en est pas une. Moi, j'ai envie de dire que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que en fait, la tenaille de la dette, elle tombe pas du ciel. Vous en avez décrit les mécanismes financiers, les mécanismes techniques, mais sur le plan politique, ça s'est construit avec un mode opératoire qu'on doit connaître si on veut comprendre comment en sortir. Le mode opératoire de l'endettement et de la servitude qui est liée à l'endettement, il a été longuement rodé dans les pays du tiers-monde, avant de s'appliquer aujourd'hui aux pays riches. Et en fait, les États
aurait besoin d'un outil dont on les a privés, qui s'appelle la création monétaire, qui est la possibilité, donc, normalement régalienne, le droit normalement régalien, c'est-à-dire réservé aux États et aux puissances publiques, de créer eux-mêmes la monnaie dont ils ont besoin. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est encore une technique financière, mais qu'il faut connaître, que les citoyens devraient connaître absolument, pour comprendre comment on les a mis dans les pattes des marchés financiers, comment on a enfermé. Ça ne tombe pas du ciel, mais du même coup, la solution, elle découle du fait d'avoir compris ce mécanisme. Alors, je vais vous décrire, je vais faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut comprendre le mécanisme de la création monétaire en général, pour comprendre celui de l'endettement après. Je vais d'abord vous parler de la monnaie que nous utilisons nous tous. Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas. Et pourtant, il vous dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous explique avec un peu de compta, j'en ai pour 1 minute et demie, pas plus. La banque a un bilan. À droite, c'est ce que je dois. Moi, banque, ce que je dois, comme dans n'importe quel bilan. À droite, au passif, il y a mes dettes. Et puis à gauche, il y a ce qu'on me doit. Quand vous venez voir la banque vous dit « Vous voulez 100 000 euros ? Il n'y a pas de problème. Je vous les dois. Je vous dois 100 000 euros. » Elle écrit même pas, il n'y a même pas besoin d'encre, puisque c'est électronique, mais imaginez qu'elle écrit. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan. Elle dit « Je dois 100 000 euros à monsieur machin. » Et en même temps, monsieur machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré, ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent, la banque dit « Ok, je vous les dois, et vous me les devez ». Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez, la monnaie disparaît quand vous remboursez. Super important, ça. Mais c'est pareil pour les États. L'État pourrait, s'il le voulait, quand il a besoin d'argent pour emprunter, quand il a besoin d'argent pour construire un hôpital ou une voie ferrée, il pourrait très bien emprunter auprès de sa banque centrale. La banque centrale, c'est lui-même, c'est nous. L'État, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, hein, normalement. Si on n'avait pas perdu le contrôle de nos acteurs politiques, et c'est ça qui est en jeu, et à mon avis, c'est ça le complément, c'est-à-dire que la solution, c'est de reprendre le contrôle politique des acteurs politiques. J'y viendrai tout à l'heure. Mais normalement, l'État, c'est nous, c'est un organisme que nous créons pour nous protéger justement contre les affreux qui sont en train de nous opprimer. Et la Banque centrale aussi, c'est nous. La Banque centrale, c'est une autre institution qui devrait nous appartenir et avec laquelle on devrait pouvoir créer la monnaie dont on a besoin pour financer les services publics et les investissements dont on a besoin. Comment ça se passerait si ça se passait normalement? Et comment ça se passait avant que les banquiers privés nous le veulent, ce droit? Comment ça se passait? Eh bien, moi, État, ayant besoin de 100 milliards pour construire un hôpital, par exemple, ou une autoroute, peu importe, j'ai besoin de 100 milliards pour un investissement public. Je ne les ai pas parce que, avec mes impôts, j'ai déjà dépensé tout l'argent, donc j'ai besoin de plus que mes impôts. Comment je fais? Ben, je me tourne vers ma banque centrale. La banque centrale, c'est moi. Il faut comprendre que ce n'est pas les banquiers privés, ce n'est pas les marchés financiers, c'est justement là que ça se joue. Je me tourne vers ma banque centrale et je lui dis, banque centrale, j'ai besoin de 100 milliards d'euros. La banque centrale vous dit, il n'y a pas de problème, elle n'a pas l'argent, elle fait comme les banques privées avec nous. La banque centrale se tourne vers l'État, lui dit, il n'y a pas de problème, je vous dois, moi, banque centrale, je vous dois 100 000 euros, 100 milliards, ce coup-ci, je vous dois 100 milliards. Vous, État, vous me devez 100 milliards. C'est équilibré, pas de problème. Et ensuite, quand on rembourse sans intérêt. Tout se joue là. Tout est là. On rembourse sans intérêt. C'est-à-dire que quand j'emprunte 100 milliards à ma banque centrale, du temps où je pouvais le faire, puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est interdit, et c'est ça que nous ignorons, alors que c'est ça la clé de l'endettement, la clé de notre servitude au marché financier, c'est d'avoir abandonné la création monétaire, c'est d'avoir abandonné le droit pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale sans intérêt. C'est la loi Pompidou. Hein, en France, c'est la loi Pompidou-Rothschild en 1973, mais aux États-Unis, c'est pareil. En fait, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, hein, dans beaucoup de pays. Si j'emprunte 100 milliards, avant que des félons, des traîtres me privent de ce droit, j'empruntais auprès de ma banque centrale, j'empruntais 100 milliards, je remboursais, sur 20 ans, je remboursais 100 milliards. En euros constants, mais je remboursais 100 milliards. Ça ne m'avait pas coûté d'intérêt. Ce que, en 1973, le président de la République, Pompidou, et son ministre des Finances, Giscard d'Estaing, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas si ça s'est passé, je ne connais pas la situation en Suisse. Ce qui s'est passé en France, c'est que l'État, en fait, pas l'État,
des humains en chair et en os, certains humains, des traîtres absolus, des traîtres, des gens qui nous représentaient, qui devaient nous défendre, ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en 1973, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Pour un citoyen normal, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. L'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, et alors ? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est super important, c'est ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Quand l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, ça veut dire qu'il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers, auprès de ceux qui ont de l'argent. Contre-intérêt. Et contre-intérêt, évidemment. C'est-à-dire que quand vous empruntez 100 milliards au marché... engraisser les investisseurs. Voilà. Exactement. Mais c'est les mêmes, si vous voulez. Pompidou était le directeur de Rothschild avant d'être président de la République. Et ce n'est pas un détail. On voudrait nous faire croire que c'est une coïncidence ou qu'on est antisémite quand on dit ça. Bullshit. C'est pas possible que ce soit une coïncidence. La principale banque à laquelle l'État français s'est mis à emprunter, c'est à la banque Rothschild, suite à cette loi. Exactement. Alors, pas seulement, mais... C'est pas mal comme client, l'État français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la servitude des États au marché financier, l'asservissement des États au marché financier est le résultat d'une première décision politique. Ce n'est pas la seule, vous savez, il y a une suite. Une première décision politique qui consiste à le priver de la création monétaire. C'est-à-dire que quand il a besoin d'argent, l'État va devoir emprunter auprès de ceux qui ont de l'argent, moyennant un intérêt. C'est une première pince de la tenaille. Mais à elle seule, elle ne suffit pas, parce que si l'État est raisonnable, s'il ne dépense que ses impôts, s'il ne décide pas de dépenser plus d'argent que ses impôts, il pourrait, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de monnaie, donc il n'a pas besoin d'emprunter auprès des marchés financiers, il pourrait très bien... Cette pince de la tenaille ne suffit pas. La pince de la tenaille ne suffit pas à créer la dette. Mais elle est, vous allez voir, elle fait partie de l'étranglement. La deuxième pince, c'est d'endetter l'État. C'est de lui faire dépenser plus que ce qu'il ne gagne, plus que les impôts. Mais c'est majeur, ça. C'est-à-dire que les parlementaires qui, aujourd'hui, ils se foutent de notre gueule quand ils viennent nous dire... Je ne devrais pas dire ça. Les parlementaires se fichent de nous quand ils disent aujourd'hui « Nous avons vécu au-dessus de nos moyens depuis 40 ans. » Mais c'est une blague. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre depuis 40 ans. Et c'est chaque déséquilibre, chaque année, qui crée la dette. Et chaque année, alors le premier emprunt qui nous a ruiné, c'est l'emprunt Giscard, où on a remboursé beaucoup plus que ce qu'on avait emprunté. C'est une première catastrophe. Mais l'endettement de la France était insignifiant avant 1973, et puis comme par hasard, à partir de 1973, l'endettement est apparu, et puis il a gonflé jusqu'à être aujourd'hui à plus de 1600 milliards. 1600 milliards de dettes qu'on ne remboursera jamais. C'est irremboursable une somme pareille. D'ailleurs, on n'a jamais même commencé à rembourser. Pour l'instant, on n'a remboursé que les intérêts. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts. Ceux qui décident ça, ceux qui ont convaincu, avec je ne sais pas quel argument, Pompidou et Giscard d'Estaing, de prendre cette décision inique. Et ceux qui ont convaincu ensuite les parlementaires, de gauche comme de droite, de voter des budgets en déséquilibre et donc de fabriquer la dette de toutes pièces, ces gens-là n'ont pas un intérêt au remboursement du capital, ils ont un intérêt à ce qu'on paye les intérêts. C'est ça leur intérêt à eux, c'est que nous payons les intérêts. Ils se foutent pas mal du remboursement du capital. Enfin, ils s'en foutent pas du tout, mais c'est pas ça l'objectif. Le système pourrait durer la longueur d'une vie, le temps qu'il soit mort. Je veux dire, eux, ce dont ils vivent tous les jours en ce moment, tous les ans, c'est du remboursement de l'intérêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on en est rendu à un point, en France en tout cas, je ne sais pas où ça en est pour la Suisse, j'aurais dû me renseigner peut-être là-dessus. Non, mais la Suisse a 60% de taux d'endettement, entre 40 et 60% ces dernières années. Oui, elle est très faiblement endettée grâce au frein à l'endettement que Merkel préconise maintenant pour toute la zone euro. Et donc là, on est bon pour ça. On n'a pas eu recours au même niveau d'endettement que l'Europe. Je n'arrive pas à croire. Ils prétendent que c'est par facilité que les élus ont laissé filer la dette. Ils disent ça. Ils disent les élus ont laissé filer la dette et c'est du clientélisme, c'est de l'électoralisme, c'est pour ne pas être impopulaire et pour être élu. J'en crois pas un mot. Voilà. Je leur ferai un procès d'intention. Je sais que je me trompe peut-être. C'est juste pas crédible. Voilà, c'est pas possible. C'est trop. Je veux dire, l'intérêt de ceux qui font élire les élus. Les élus ne sont pas élus tout seuls. Et ça va être la deuxième partie de ce que j'ai à vous dire. Parce que tout se tient sur ce moment essentiel de la campagne électorale, du financement de la campagne électorale, qui rend les élus débiteurs de ceux qui ont financé la campagne électorale. Et ce n'est pas vous et moi qui avons financé la campagne électorale. Ce sont des gens ultra riches, les mêmes qui prêtent à l'État endetté. Et bon, c'est peut-être une coïncidence. C'est peut-être une coïncidence que ceux qui ont permis d'élire les élus soient les mêmes qui prêtent à un État endetté jusqu'au cou par les élus qui ont voté les budgets en déséquilibre. C'est peut-être une coïncidence.
Je ne le crois pas. Voilà, je ne crois pas. Alors, je n'ai pas la preuve, hein, et puis on va me dire que je suis un complotiste, que je suis un paranoïaque, comment ils disent, un conspirationniste, un fasciste, un antisémite. Hein. Voilà. Mais c'est pourtant... complot judéo-maçonnique, évidemment. Oui, voilà. C'est pour faire taire les gens qui réfléchissent. Alors, la loi 73, ce que la loi de 73 a décidé, une loi aurait pu le défaire. C'était encore moindre mal, c'était pas si grave. Un élu vertueux, honnête, un élu soucieux de l'intérêt général, vraiment, aurait pu, avec sa majorité, décider de défaire la loi Pompidou-Giscard. Le problème, c'est qu'en 92, cette interdiction pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale, donc cette privation de la création monétaire, cette pince-là, elle a été montée au plus haut niveau du droit, au niveau constitutionnel et au niveau international, dans le traité de Maastricht, article 104, et qui a été bien sûr reproduit dans le TCE, le traité constitutionnel, mais c'est fallacieusement traité constitutionnel, parce que c'est un traité anticonstitutionnel. Le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, tous les traités européens sont des traités anticonstitutionnels. Il faudra que je prenne 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler de ce que c'est qu'une constitution et à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça devrait être, et pourquoi nos constitutions sont des anticonstitutions. Elles ne font pas leur boulot de constitution. Je pense à vous parler de ça après. Mais donc, dans le traité anticonstitutionnel, il faut refuser de l'appeler constitutionnel, le traité anticonstitutionnel européen, il y avait bien sûr l'article 104 qui était repris, et on a voté non en France contre, et puis ils nous l'ont imposé, ce qui est un véritable viol, un viol politique. En 2008, en intégrant le traité de Lisbonne dans notre constitution, c'est vraiment la trahison. Nous, on est vraiment trahis au dernier degré par nos élus. Et c'est maintenant l'article 123 de Lisbonne. Mais il faut le repérer, si vous voulez. La Grèce, et les indignés grecs et les indignés de tous les pays devraient repérer, en tout cas les indignés européens, devraient repérer ce chiffre 123. Parce que ce chiffre 123, c'est celui qui dit, au plus haut niveau du droit européen de toutes les nations européennes, et les Suisses, vous ne devriez pas entrer dans l'Union européenne, c'est un piège absolu, c'est un piège politique majeur, hein. Évidemment, mais je crois que vous avez compris ça. Mais l'article 123, les Européens devraient comprendre que ce qui asservit les États au marché financier a un nom, 123. L'article 123 du traité de Lisbonne, qui s'appelle TFUE maintenant, interdit aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale. Donc, impose aux États d'emprunter au marché financier, enfin à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux riches. C'est-à-dire à ceux dont, comme par hasard, on a baissé les impôts, ce qui leur libère de l'argent pour prêter à l'État, mais cette fois-ci, au lieu qu'on leur prenne, ils nous le prêtent et il faut qu'on leur rende, et en plus, il faut qu'on leur rende un intérêt. Ils s'en sortent bien. Donc, il me semble que le complément de ce que disait Mireille tout à l'heure, c'est la solution pour en sortir, c'est de mettre fin à ce sabordage monétaire qui consiste à priver l'État du droit d'emprunter auprès de sa banque centrale sans charge d'intérêt. Mais il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas se contenter de dire oui, mais les politiques sont faibles, ils ont tout abandonné. Non, non, ils ne sont pas faibles. Les pouvoirs sont très forts. La gendarmerie continue à obéir à la Constitution. L'armée continue à obéir au pouvoir public. Les tribunaux continuent à faire appliquer la loi. Non, le pouvoir est très puissant. Il n'est simplement pas au service de l'intérêt général, mais il est très puissant. Il ne faut pas dire que le politique est devenu impuissant au profit de l'économique. Je pense que ce n'est pas ça le problème. C'est une mauvaise façon de désigner le problème, ce qui nous interdit de le régler. La vraie cause de notre problème, c'est que les élus sont élus grâce à l'argent des riches et rendent prioritairement, via la campagne électorale, comme vous le faisiez tout à fait remarquer à propos d'Obama, mais c'est pareil pour tous les élus d'Europe, hein, pour tous les élus du monde, le mécanisme de l'élection. Et alors là, j'arrive sur le droit constitutionnel. Le mécanisme de l'élection, il n'est pas seulement aristocratique, c'est-à-dire qu'il consiste à nommer les meilleurs. Aristos, le meilleur. Quand j'élis quelqu'un, je désigne par définition le meilleur. Il est antidémocratique, le mécanisme de l'élection. Mais surtout, par le mécanisme de l'élection du gouvernement représentatif qui a été mis en place pendant la Révolution française et la Révolution américaine il y a 200 ans. Ce mécanisme-là nous conduit, nous, à élire des gens que nous n'avons pas choisis, qui ont été choisis par des partis politiques, et ceux qui sont élus sont ceux qui ont fait la meilleure campagne électorale. Or, la meilleure campagne électorale, c'est celle qui coûte le plus cher. Il y a des exceptions. De temps en temps, il y a un Chavez qui est élu. De temps en temps, il y a un Allende qui est élu. De temps en temps, il y a un gars qui représente vraiment le peuple qui est élu.
ou la multitude. Mais c'est rarissime, et pour un comme ça, il y en a 1000 qui sont élus parmi les candidats des riches. Ce que je veux dire, c'est que nous défendons, nous, les gens humanistes qui cherchons une justice sociale, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, nous défendons nous-mêmes, comme une vache sacrée, l'outil de notre oppression politique, en défendant le suffrage universel, qui est un faux suffrage universel. Qu'est-ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui? On appelle suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. Et je n'exagère pas, je ne suis pas un justo-boutiste. Qui va faire la politique après les élections? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les gens que vous avez nommés? C'est les gens que vous avez nommés, qui sont vos maîtres. Et quand vous le foutez dehors à la fin des 5 ans parce que vous n'êtes pas content, qui allez-vous élire à la place? Celui que vous aviez jeté 5 ans avant. C'est pas l'un, c'est l'autre, c'est là, ils se mettent à mi-temps, les gars. Quand ils se destinent à la politique, ils finissent leurs études, ils font Sciences Po, et ensuite ils vont faire l'ENA, et ensuite ils vont faire la politique. Ils se mettent à gauche ou à droite, on s'en fout, de toute façon ils vont avoir le pouvoir une fois sur 2. Ce que je veux dire, c'est que nous désignons des gens que nous n'avons pas choisis. Et donc, en fait, ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui fallacieusement, ça consiste à désigner, parmi des gens que nous n'avons pas choisis, des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, contre lesquels nous ne pourrons rien faire pendant leur mandat. On ne pourra pas les révoquer, on ne pourra même pas les contredire. En Suisse, ce n'est pas vrai. Vous pouvez, heureusement, et c'est ce qui me fait dire que la Suisse est la seule, non pas démocratie, mais semi-démocratie, mais c'est déjà beau, avec le référendum d'initiative populaire, qui est une perle dans les institutions, et les Suisses le savent bien, évidemment. Mais donc, nous, en France, on n'a même pas les moyens d'abroger une loi, d'imposer une loi que les parlementaires ne veulent pas, ou de révoquer quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez le référendum révocatoire en Suisse, mais ils l'ont au Venezuela, par exemple, ou aux États-Unis, le recall. En tout cas, nous, en France, dans une espèce de monarchie, mais qui est pire que la monarchie encore, parce qu'elle est plutocratique, elle est au service d'ultra-riches qui cumulent tous les pouvoirs. C'est bien pire encore que la monarchie. Ce qu'on a déjà, la monarchie, c'était pas gay, mais alors là, le système oligarchique qui résulte du gouvernement représentatif en France, c'est épouvantable. Et on n'a pas encore vu ce que ça va donner. C'est-à-dire que ça vient de commencer à basculer. Maintenant qu'ils ont pris tous les pouvoirs, ils sont en train de tout reprendre, de reprendre tous les acquis, de détruire la retraite, la sécu, de détruire tout ce que les humains avaient fabriqué comme rempart contre l'adversité. Ils sont en train de tout détruire et ça va se finir. Alors, je sais que j'exagère et c'est des gros mots, hein, mais le bit du bout de la logique du profit, vous le voyez dans les pires entreprises capitalistes quand elles n'ont pas de contre-pouvoir. C'est l'esclavage, hein, c'est les employés chinois. Ils sont l'avenir de l'humanité, hein, si on n'arrive pas à trouver la solution dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors le gros mot que je ne voulais pas dire, mais je vais le dire, parce que c'est la preuve que c'est bien le bout de la logique. Le bout de la logique, c'est Auschwitz. C'est le camp de travail dans lequel Siemens faisait travailler ses salariés. Enfin, ses salariés, pas ses salariés. Siemens utilisait les déportés, les condamnés à mort. Il le faisait travailler. Alors là, c'est merveilleux. Pour une entreprise dont la logique, c'est que le profit, il faut comprendre, c'est la logique. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Un pouvoir, ça va jusqu'à ce que ça ait une limite. Montesquieu. Ce truc-là tombe et il s'arrête quand il y a une limite. Et la mécanique du pouvoir, elle est aussi inflexible que ça. Les pouvoirs, ça va jusqu'à ce qu'il y ait une limite. Donc, ce qui est très important, disait Montesquieu, et c'est super important, il faut qu'on se rappelle ça. Puisque le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite, il faut que par la nature des choses, disait Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et Montesquieu décrivait ce qu'est une constitution. Une constitution, c'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs. Alors, nous sommes, à la base, nous sommes nombreux, multitudes, on a besoin de pouvoir pour faire société. Pour ne pas s'entretuer, on a besoin de pouvoirs qui écrivent des règles et qui vont être au-dessus de nous, qui vont nous dominer, auxquels nous consentons à obéir. Mais ces pouvoirs sont à la fois utiles, potentiellement précieux même, et en même temps potentiellement hyper dangereux. Alors, comme on sait ça, on met en place, au-dessus des pouvoirs qui vont écrire le droit, on met au-dessus ce qui s'appelle un texte, et un texte supérieur, qui est le droit du droit, qui s'appelle la Constitution. Mais ce texte-là, il doit surplomber, il doit dominer, il doit contraindre les acteurs, il doit leur être absolument inaccessible. Il ne faut évidemment pas sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Le texte qu'ils craignent, le texte qu'ils devraient craindre, cette Constitution qui sert à nous protéger, nous, ce texte supérieur qui sert à tenir les élus, les gouvernements, les juges, les policiers, l'armée, la banque, les médias, parce que Montesquieu n'avait pas pensé à la banque et aux médias, parce que à l'époque, ce n'était pas encore l'époque. Mais aujourd'hui, si on écrivait une Constitution, il faudrait penser aux médias et à la banque, évidemment, en plus des 3 pouvoirs principaux. Ce texte supérieur qui devrait normalement faire peur à tous ces organes dont nous avons besoin mais qui sont dangereux, ce texte supérieur, qui l'écrit dans le monde?
qui l'écrit. Je ne vous demande pas qui vote, on s'en fout de qui vote. Regardez, nous sommes capables en France de voter à 80% la Constitution de 58, donc la Ve République, la Constitution actuelle. Nous avons voté, enfin c'est pas nos parents, mais c'est pareil, nous voterions pareil aujourd'hui. Nous avons voté à 80% pour un texte qui instituait notre impuissance définitive, l'impuissance des gens. En France, on n'est pas citoyen, on est électeur. Et c'est pas du tout pareil. Un citoyen, ça vote ses lois. Un citoyen, je crois qu'il y a en Suisse quelques cantons, peut-être un ou deux, ou pas beaucoup, mais il y en a qui n'ont pas de conseil municipal et qui votent eux-mêmes leurs lois. Mais pour moi, c'est comme je suis comme dans un tunnel et je vois une lumière. Une lumière au loin, je vois, c'est pas totalement la nuit. Le fait que des humains soient capables, dans un coin, reculés peut-être, mais qu'ils soient capables de se réunir dans un gymnase et de voter eux-mêmes leurs lois, ben c'est ça la démocratie. C'est ça le citoyen, je consens à obéir des lois auxquelles je participe directement. C'est ça, citoyen. Sinon, je suis électeur. Et électeur, quand je suis électeur, j'ai été ravalé au rang dégradant d'électeur par mes propres élus. Ce sont des élus qui ont écrit le gouvernement représentatif. C'est CIS en France qui a écrit le mécanisme, enfin avec ses complices, qui a écrit le mécanisme du gouvernement représentatif. C'est Madison aux États-Unis. Ce sont des élus qui ont écrit les règles selon lesquelles nous sommes réduits à élire nos maîtres. C'est-à-dire le contraire de la démocratie. C'est pas du tout ça la démocratie. Alors, j'ai pas le temps, c'est dommage. Parce que moi, quand je suis parti, je disais j'en ai pour 4 ou 5 heures. Mais normalement, il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'est une vraie démocratie. Et à Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Les humains ont inventé un truc génial qui a existé pendant 200 ans. Donc c'est pas un truc qui a marché pendant 1 an ou 2, ou même pas pendant 20 ans. 200 ans, c'est la même longueur que ce qu'on a testé le gouvernement représentatif. Je fais la grève du mot démocratie. Je n'appelle plus démocratie les régimes dans lesquels on vit. Les régimes. Et la cause de la plutocratie dans laquelle on vit, c'est précisément le fait que, nous désignons nos maîtres parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches. Et donc c'est ça qui... Pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, ben c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Mais c'est programmé dans l'élection qui donne le pouvoir à celui qui fait la plus belle campagne électorale, qui arrive à mentir le mieux. C'est programmé dedans, si vous voulez. Donc ça ne sert à rien de se battre dans cette cage-là. Il faut sortir de la cage de l'élection. Tant qu'on sera dans la cage du faux suffrage universel, la fausse démocratie, on aura perdu la création monétaire et on aura perdu le contrôle des hommes politiques. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire « Sarkozy ne fait pas ceci ». Sarkozy, il fait ce pourquoi ceux qui ont payé sa campagne électorale l'ont élu, l'ont fait élire. Ses clients, exactement. Ses clients, ce n'est pas ceux qui l'élisent. Ses clients, c'est ses créanciers, ceux à qui il doit quelque chose, Sarkozy et tous les élus, ceux à qui ils doivent quelque chose, ce n'est pas du tout les électeurs. Ils s'en tapent des électeurs. Il suffit de mettre des milliards et les électeurs, ils viennent. Donc, ils ne doivent rien aux électeurs, rien du tout, juste l'obligation de mentir. Et ceux qui sont élus sont les plus beaux menteurs. Mais ce n'est pas une fatalité du tout. On est juste dans un système qui est un balbutiement. On est sorti de l'ancien régime qui était une catastrophe, un épouvantable système féodal de la loi du plus fort avec un système de caste. Je ne veux pas revenir à l'ancien régime, évidemment. Mais on en est sorti pour mettre en place un régime que peut-être à l'époque, ils croyaient que c'était mieux. Ils conchiaient c'est j'ai le droit, parce que c'est Rabelais. Donc, ils détestaient la démocratie et ils ont mis en place un régime en se disant ça va être mieux. Admettons qu'ils l'aient cru en 1789, mais nous, après 200 ans de pratique, après 200 ans de pratique du gouvernement représentatif, on n'est pas obligé d'être complètement idiot et de dire ah non mais la condition première de notre liberté, ce qui fait notre liberté, c'est le suffrage universel. Non. Après 200 ans de pratique, on voit bien que le suffrage universel, il nous conduit à élire nos maîtres qui sont au service... Enfin, il y a 3 ans, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit que nos maîtres obéissent aux banques. Ça se voit. Mais c'était déjà le cas avant. Simplement, aujourd'hui, c'est criant, criant de vérité. On peut pas rater ça. Hein. Je crois que ça se voit que nos représentants ne servent pas l'intérêt général, ils servent ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire les banques. Alors, ce n'est pas une fatalité. Ce que je voudrais dire dans la démocratie athénienne, si tu veux m'interrompre, n'hésite pas, mais il faut y aller, il faut m'interrompre vraiment. Sinon Oui, je voulais parler du keynésianisme, si on peut juste dire aussi qu'à l'époque où tous ces chefs d'État ont consenti cette concession majeure de faire qu'on emprunte auprès des marchés et non plus auprès des banques centrales, il y avait la montée du dogme keynésien, que je pense est complètement fallacieux, qui veut qu'il est tout à fait positif, et on a un regard très positif sur le fait qu'un État sans dette
en vue d'une croissance future. Et à l'époque déjà de John Maynard Keynes, je pense qu'il y a toujours eu l'idée de guerre derrière, c'est-à-dire pour qu'un État keynésianisme d'origine et il y a Parce que, exactement, le keynésianisme ne s'applique qu'en période de crise. C'est-à-dire qu'en période de crise, et il a raison Keynes, le seul acteur contracyclique, le seul qui est capable d'avoir une politique contracyclique, puisque le marché il est toujours procyclique, le marché il est moutonnier, donc tout le monde va toujours dans le même sens. Et quand on est en situation de dépressionnaire, quand on a basculé, on est passé de l'euphorie et puis on change, maintenant on est triste et on est pessimiste, il y a un système qu'il faut expliquer, que je ne vous ai pas expliqué encore, qui est très important, lié à la création monétaire, qui fait que nous créons de moins en moins de monnaie. Je vous ai dit, la masse monétaire, c'est l'ensemble des crédits nouveaux. Et l'ensemble des remboursements de crédit, alors si vous voulez, la masse monétaire, c'est très important. La masse monétaire, c'est ce qui nous permet de faire nos échanges. L'ensemble des signes monétaires, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, un peu comme le sang dans un organisme. On a besoin d'une quantité de signes monétaires. Et la quantité de signes monétaires qui est disponible pour nous, c'est comme une baignoire qui est alimentée par les nouveaux crédits et qui se vide avec les remboursements des crédits. Puisque la monnaie, l'essentiel de la monnaie, vous avez compris que c'est du crédit, il faut qu'il y ait du crédit qui l'alimente, et la monnaie disparaît comme la bonde par les remboursements. Quand nous sommes en période d'euphorie, tout va bien, nous avons confiance dans l'avenir, nous empruntons et les banques ont confiance dans l'avenir, elles nous prêtent. Donc nous créons beaucoup de monnaie, la baignoire se remplit à toute vitesse et elle se vide régulièrement au rythme des échéanciers. La bonde, c'est-à-dire la destruction monétaire, elle se fait à vitesse régulière puisque c'est suivant des échéanciers, des plans fixés à l'avance. La façon dont la baignoire se vide est régulière. Pas irrégulière. Ce qui est irrégulier, c'est la façon dont la baignoire se remplit ou pas. Et en période d'euphorie, donc les périodes qui précèdent toutes les crises, les périodes où les banques prêtent, et nous empruntons, nous participons au truc, parce que la banque, elle ne crée pas la monnaie sans qu'il y ait des acteurs qui viennent emprunter. Il faut qu'il y ait les deux pour que la création monétaire ait lieu. Et donc, dans les périodes d'euphorie, nous créons beaucoup d'argent, la baignoire se remplit, et nous prenons trop de risques. Les acteurs prennent des risques avec de l'argent qui n'est pas le leur. Ils arrivent à parier parce que les banques prêtent, parce que tout le monde y croit. Puis à un moment, la tendance se retourne, et parce que les gens savent bien, quand ils parient comme ça sur l'avenir, ils savent bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment ça va se retourner, donc tout le monde attend le moment où il va falloir vendre avant les autres pour pas se faire plumer. Et donc quand ça commence à se retourner, là ça se retourne à toute vitesse, là tous les moutons changent de sens et se précipitent dans l'autre direction, et cette fois-ci, en n'empruntant plus, nous n'empruntons plus, nous les acteurs, parce que nous ne faisons plus confiance à l'avenir, et puis les banquiers ne nous prêtent plus non plus, et donc vous avez comme le robinet qui s'arrête. Le robinet du crédit qui s'arrête, et là vous avez la baignoire qui se vide. Pourquoi elle se vide? Parce que les échéanciers, ils continuent, et ça se vide relativement vite. C'est-à-dire qu'en fait, la baignoire se vide, et là, le chômage apparaît. Mais c'est absurde ce système qui nous fait dépendre de notre humeur. Rendez-vous compte que nous avons un système qui régule la création, la masse monétaire en fonction, vous avez compris le mécanisme qui fait que quand nous sommes heureux, nous avons trop de monnaie, et quand nous sommes malheureux, nous n'en avons plus assez et nous sommes condamnés au chômage. Mais système débile, véritablement. Et ce que disait Keynes, c'est que en période de chômage, en période de difficulté, cette période où on est en train de s'assécher, on est en train de crever, et puis alors c'est procyclique, quand on crève, on produit de moins en moins, donc on y croit de moins en moins, il y a de plus en plus de monde au chômage, donc c'est vraiment, c'est auto-entretenu les phénomènes, dans un sens comme dans l'autre. Et ce que dit Keynes, et ça je pense que c'est imparable, l'école autrichienne voudrait nous faire croire que c'est le contraire, mais ça ne tient pas debout. Ce que dit Keynes, c'est que dans cette période-là, il n'y a qu'un seul acteur qui soit capable d'avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire de faire ce que personne ne veut faire, c'est faire confiance, et qui soit capable de dépenser beaucoup d'argent pour relancer la machine, pour recréer la confiance. On a vu l'échec complet de cette politique pendant ces 10 dernières années. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, vous et moi. Le keynésianisme, dans un cycle normal d'euphorie ou de dépression, le keynésianisme est une bonne solution pour anticiper, pour donner un coup de pouce à l'économie, pour générer la croissance et améliorer le moral et relancer stimuler la consommation. Mais depuis 12 ans aux États-Unis, c'est un échec complet. Ils ont fait monétarisme après monétarisme après monétarisme, c'est-à-dire keynésianisme après keynésianisme. En mettant l'argent dans quelle poche? En mettant l'argent dans quelle poche? C'est ça le problème. Voilà. En mettant l'argent dans les poches des plus riches. À la base, les États-Unis étaient dans une crise d'endettement. Les États-Unis étaient dans une crise de crédit. Le keynésianisme ne fonctionne pas si vous avez déjà une société qui est complètement
vraiment en état d'ébriété, noyés dans le surendettement, et que vous voulez régler ça avec encore plus d'endettement, c'est-à-dire de keynésianisme. Donc la recette n'a plus du tout marché aux États-Unis et on l'utilise à mauvais escient et on le sait. Le président de la réserve monétaire, la réserve fédérale américaine, sait très bien que le keynésianisme ne s'applique pas quand on est surendetté. Et l'école autrichienne a raison là-dessus. L'école autrichienne dit si on est surendetté, la solution c'est l'austérité. Il ne faut pas gommer le mot austérité de son vocabulaire. Il ne faut pas se surendetter à l'infini. Les États-Unis sont d'une spirale de surendettement qui va les mener jusqu'à la faillite. Et ils sont déjà techniquement en faillite aujourd'hui. La seule chose qui les maintient un peu, c'est la manipulation de l'information, la planche à billets, la crise de la zone euro. Mais les États-Unis sont en faillite suite à cette recette excessive de création de dettes. Alors, j'ai une objection. Vous voulez... Attendez, on a... C'est qu'il faut absolument mettre l'argent dans... Il faut mettre l'argent dans les poches des riches. Oui. Ben oui. Ah oui, alors bien sûr que l'austérité en Europe est regrettable. L'austérité en Europe de la part d'États qui sont otages des marchés de la dette, c'est complètement regrettable, bien sûr. Alors, je suis d'accord. Je pense quelque chose de très important, c'est qu'il faut faire attention aux poches dans lesquelles on met l'argent qu'on décide dans une politique keynésienne. Quand on décide sur le modèle keynésien de relancer l'économie, il est évident que si les 700 milliards dépensés par Paulson, le plan Paulson, vont dans la poche des banques ou des compagnies d'assurance qui sont toutes en faillite frauduleuse et dont on aurait dû jeter en prison les patrons des assurances et des banques en question, auraient dû être en prison pour faillite frauduleuse. Au lieu de ça, on leur déverse des milliards qu'ils ne vont pas dépenser, qu'ils vont juste redépenser dans leur casino. Et en fait, cet argent, au lieu d'être dépensé dans les poches des acteurs économiques. Donc, quand vous dites c'est un échec, mais parce qu'on n'applique pas, la technique de Keynes. La technique de Keynes, elle consiste à faire des grands travaux qui font travailler vraiment les gens et pas mettre l'argent dans le casino des riches qui ne nous concerne pas. Toutes les injections monétaires aux États-Unis ne sont pas allées dans l'économie réelle, chez les petites entreprises, dans le tissu économique. Ça ne va plus là, ça va dans la spéculation. Ah ben on est d'accord alors. Donc ce ne sont pas les politiques keynésiennes qui sont en défaut, c'est la mésapplication, la déformation au profit des plus riches, parce que ce sont comme vous disiez, ce sont les financiers eux-mêmes qui n'influencent plus le gouvernement, ils sont le gouvernement et qui réorientent les subventions. Votre idée est parfaitement juste, mais il faut absolument qu'on dise ici que le keynésianisme aussi n'est pas une bonne idée parce qu'il y a surendettement des entreprises et des ménages et du gouvernement fédéral et des comtés et des villes et des États américains. Tout le monde est surendetté, ça il faut absolument le dire. Oui. Le keynésianisme appliqué, c'est-à-dire endetter encore toutes ces entités-là, tous ces agents économiques sur du surendettement existant est une mauvaise idée. Donc d'abord des endettements, ensuite keynésianisme, c'est-à-dire permettre d'avoir accès à des liquidités, mais à l'économie réelle. Alors évidemment, on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Alors, pour vous dire un mot de... Je vais reprendre le crachoir encore pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais il faut que je vous décrive. Moi, j'ai une solution. J'ai un truc. Un vrai truc. Hein. Alors, vous êtes bien le seul. Alors voilà, mais j'en parle nulle part. Et vous allez comprendre pourquoi on n'en parle nulle part. Et pourtant, c'est un véritable antidote. Un antidote. Parce que... Et c'est-à-dire, c'est exactement ce dont on a besoin, parce qu'il s'agit donc de reprendre le contrôle des politiques. Il faudrait que les citoyens reprennent le contrôle des politiques pour pouvoir reprendre le contrôle de la monnaie, pour pouvoir en finir avec ce système de l'argent-dette qui endette tout le monde au dernier degré, y compris les États. Et donc, pour arriver à reprendre le contrôle des hommes politiques et des acteurs politiques d'une façon générale, il faudrait arriver à sortir de ces constitutions qui, partout dans le monde, organisent notre impuissance politique. Donc il faudrait bien comprendre comment se fait-il que partout dans le monde, où on accède soi-disant à la démocratie, je refuse d'appeler ça la démocratie, donc je mets démocratie entre guillemets, mais le gouvernement représentatif, comment se fait-il que partout dans le monde où les peuples accèdent au gouvernement représentatif, les constitutions organisent pratiquement tout le temps de la même façon, à part la Suisse, une poignée de pays qui tiennent sur même pas deux mains, comment se fait-il que l'impuissance des citoyens soit à chaque fois programmée ? Ben, à mon avis, et bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, ça vient, la mauvaise écriture, l'écriture de mauvaises constitutions qui nous protègent mal, vient du fait que ceux qui ont écrit, et c'est partout, ça se passe partout et à toutes les époques, hein, ceux qui ont écrit les constitutions, toujours, à chaque fois, sont élus parmi les membres des partis politiques qui sont imposés, qui donc écrivent des règles pour eux-mêmes,
Ils savent qu'ils vont être ensuite dans les institutions qu'ils sont en train d'écrire. Et comme ils savent qu'ils vont écrire, comme ils savent qu'ils écrivent des règles dans lesquelles ils vont entrer, ils sont en situation, la situation la plus banale du conflit d'intérêts le plus total, et c'est toute l'Assemblée constituante à chaque fois qui est élue. Donc c'est 100% de ceux qui écrivent la Constitution sont en situation de conflit d'intérêts. Ils ont tous un intérêt personnel. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, hein. Parce que de la même façon que quand vous récusez un juge, vous savez, les juges, vous décidez qu'un juge va trancher les litiges entre les citoyens. Et pour qu'il soit juste, le plus juste possible, on décide qu'il est indépendant. Donc on se débrouille pour qu'il soit indépendant, qu'il n'ait pas d'autorité, et ça nous garantit qu'il va être relativement juste. Et par contre, ce juge, quand on s'aperçoit que dans une affaire, c'est sa fille qui est victime ou sa fille qui est accusée, enfin, ou sa fille ou quelqu'un de proche, quoi. Si un de ses proches, on le récuse. Et ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Ça dit que ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que dans cette situation-là, dans cette occurrence précise, le juge est incapable d'être juste. Donc, ce qu'on comprend très naturellement à l'occasion d'un juge et d'un conflit d'intérêts pour un juge, je pense que c'est clair, c'est exactement la même chose quand un parlementaire écrit la Constitution. Je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un ministre écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un juge écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un homme de parti écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Je dis que dans cette occurrence précise, comme un juge, il est dans une situation de conflit d'intérêts où il ne peut pas être juste. Ce gars-là, je ne peux pas lui demander de programmer le référendum d'initiative populaire qui va permettre de le contrarier. C'est-à-dire que quand lui ensuite va exercer le droit, quand il va exercer son mandat, il va constamment avoir dans ses pattes le peuple qui regimbe et qui récrimine, qui lui impose des lois qu'il ne veut pas, qui lui retoque les lois qu'il avait choisies. Donc c'est normal que partout dans le monde, les parlementaires qui se bombardent députés constituants, c'est normal qu'ils n'instituent pas le référendum d'initiative populaire. Mais ce n'est pas une fatalité.